Bonjour à tous et merci à tous les participants qui nous ont rejoints pour cet atelier exclusif du congrès de la SFETD dédié à l'endométriose. Je vais commencer par me présenter. Je suis Isabelle Guérini, la responsable marketing de la société Sublimed et j'assurerai le rôle de modératrice lors de cet atelier présenté par le docteur Delphine Huillery, algologue spécialiste des douleurs gynécologiques en endométriose, qui vient aujourd'hui nous apporter ses lumières sur cette pathologie mal connue. Docteur Huillery, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle. Voilà, je vais essayer de vous présenter un topo étant complémentaire de Pierre Collinet qui ce matin a fait un topo sur l'endométriose en tant que gynécologue. Je vais essayer de vous montrer quelques points de départ, de détails pardon, en tant que médecin de la douleur. Alors j'essaie techniquement de faire avancer mon diaporama. Je n'y arrive pas bien. J'appuie et la diapositive n'avance pas. Alors, on essaye, ça c'est le côté vraiment technique. Voilà, on y est. Oui, en effet, on est en virtuel. Vous le savez tous. Et donc, c'était juste pour vous montrer une petite recette de masque maison. Pour ma part, j'ai essayé de retirer le mien pour pouvoir donc vous raconter si ça avance bien. Voilà. Donc, l'endométriose, on vous l'a expliqué déjà ce matin dans un des topos qui a été présenté. C'est 2 à 4 millions de femmes en France, 180 millions dit-on, à travers le monde. C'est un coût sociétal, financier important, plus de 9 milliards d'euros par an, coûts directs et indirects. Et une des problématiques, c'est sans doute ce retard de diagnostic qui est constaté, qui n'avance pas, qui est de l'ordre de 7 ans en France, mais au travers du monde aussi. Et l'endométriose a vraiment émergé dans les années 2010, 2014, c'est la première marche et la première campagne en 2017. Alors, quelques chiffres, juste, je me suis basée en fait sur la fréquence de la douleur, notamment sur les recommandations de l'HAS, qui montraient que 30% seulement des femmes qui avaient des douleurs pelviennes chroniques n'étaient pas en rapport avec l'endométriose, ce qui laisse à penser que finalement 70% des douleurs pelviennes chroniques sont en lien avec une endométriose, que parmi cette fois-ci, une population de femmes atteintes d'endométriose, les chiffres que l'HAS donnait étaient en moyenne entre un tiers et près de 50% des femmes touchées par l'endométriose avaient des douleurs pelviennes chroniques. Ces chiffres, ils sont assez difficiles en fait à estimer, en sachant que une des premières raisons diagnostiques d'une endométriose, c'est la douleur pelvienne chronique. On a peu d'études sur la question, en particulier dans notre monde d'algologues. Il y a assez peu d'études qui ont été faites sur la douleur pelvienne. J'essaie de faire à nouveau avancer mon diaporama. Il va en arrière, on va en avant. Oups, un petit peu en arrière. Je suis désolée pour cette problématique technique. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. En fait, il y a une étude qui a été très intéressante, la cohorte Constance, qui a énoncé des chiffres. Il y avait 25 000 patientes, enfin 25 000 femmes, sur lesquelles ils ont essayé de dénombrer la prévalence des douleurs pelviennes. En général, on distingue les dysménorrhées, des dyspareunies et des douleurs pelviennes chroniques. Cette cohorte Constance a pu dénommer que finalement, les dysménorrhées importantes, c'était des douleurs qui étaient supérieures à 4 sur 10 et on dénommait plus de 50% en moyenne de femmes dans la population générale qui se plaignaient de douleurs de dysménorrhée au-delà de 4 sur 10. Ces douleurs en gynécos, en général, elles diminuent au cours de l'âge et on peut voir en effet que chez la jeune femme, ces dysménorrhées atteignent plutôt proche de 70% des jeunes femmes de façon handicapante et elles diminuent en effet avec l'âge. Les dyspareunies, les douleurs au rapport atteignent au moins 50% des jeunes femmes, moins chez des femmes plus mûres. Et les douleurs pelviennes chroniques, selon les études et en particulier cette cohorte, 30 à 50% en moyenne des femmes atteintes d'endométriose ont des douleurs pelviennes chroniques, mais que globalement, sur la population générale, il existe un certain nombre de femmes aux douleurs chroniques que l'on estime à 10% de la population générale. Et donc, si on se rapporte à ces chiffres pour donner un nombre absolu par rapport à notre population, décidément, les dysménorrhées concerneraient 7 millions des femmes françaises, les douleurs au rapport entre 5 et 6 millions, et les douleurs chroniques quotidiennes, plus de 2 millions.
qu'il faut noter en endométriose et ce qui doit alerter éventuellement d'une recherche de ce diagnostic, c'est indéniablement l'absentéisme scolaire chez la jeune fille ou l'absentéisme professionnel chez la femme qui travaille. Les douleurs pelviennes sont, à mon sens, aux avant-postes, même avant les problèmes de fertilité dans le cadre de cette pathologie. Une des difficultés et qui alimente en fait le retard diagnostique chez nos confrères gynécologues, c'est qu'il y a souvent une disproportion entre les lésions qu'on retrouve aux différents examens cliniques, l'échographie endopelvienne en premier lieu, et les plaintes douloureuses qui peuvent paraître parfois disproportionnées. Et c'est un des éléments aussi qui nous amène parfois à avoir un raccourci d'éléments probants, radiologiques, et du fait que ça concerne les femmes, on va vite sur la réduction d'une douleur féminine qui pourrait être hystérique. Alors, autant vous dire que même si les librairies sont fermées, vous ne risquez pas de trouver ce livre même sur Amazon. Les mécanismes de la douleur dans l'endométriose, je vais essayer de vous en faire un résumé et de ne pas prendre trop de temps pour qu'on puisse parler de la TENS dans quelques instants. Alors, c'est un triptyque. Les douleurs en endométriose, comme dans beaucoup de douleurs chroniques, on a des mécanismes avant toute chose physiologiques d'aspect lésionnel. Et le premier mécanisme, c'est en effet névralgique. C'est une douleur neuropathique qui est liée à, en fond, une inflammation liée à la maladie endométriale. Et ce sont essentiellement des douleurs neuropathiques qui sont en premier lieu ce qui gêne dans la douleur endométriale. L'inflammation, en fait, n'est responsable de la douleur réellement selon un pic inflammatoire uniquement pendant les saignements. On a une augmentation des prostaglandines et en particulier chez la femme touchée d'une endométriose, puisqu'on a pu remarquer une hypersensibilisation périphérique, on a pu se rendre compte d'une expression génétique plus importante chez les femmes touchées par l'endométriose, et notamment avec une multiplication de prostaglandines plus importante, de 10 à 20 fois plus dans l'endomètre des femmes touchées par l'endométriose. Et dans les lésions extra-utérines, on se rend compte que cette expression est multipliée par 40. Que les enzymes de synthèse de la prostaglandine, là encore, sont majoritairement augmentées chez les femmes touchées par l'endométriose. Mais la douleur principale, c'est en effet la douleur névralgique. Ça, c'est l'aspect physiologique. Et puis, on a un deuxième élément qui est fondamental, qui est un aspect, si j'arrive, ah oui, juste pour vous dire, oui, vous connaissez l'aspect clinique des douleurs névralgiques, et ben, c'est exactement la même chose dans l'endométriose. On va avoir des patientes qui vont décrire des à-coups douloureux à type de coups de poignard dans le bassin, à type de décharge électrique ou à type d'étau, de brûlure, avec des irradiations dans les membres inférieurs, des irradiations en hémiceinture vers les lombaires, et puis cette douleur typique, souvent, essentiellement pendant les cycles d'ailleurs, cette douleur typique de l'épaule, en particulier droite, qui signale souvent des lésions endométriales sous-diaphragmatiques. Je disais donc que le deuxième élément de la douleur, c'est aussi le système nerveux autonome, puisque, vous le savez, le système nerveux au niveau du bassin et au niveau des organes gynécaux est essentiellement innervé par le système nerveux autonome, qui va avoir avec le système sympathique et parasympathique un entretien aussi, exactement comme d'ailleurs les algoneurodystrophies, un entretien des systèmes de la douleur autour de ce bassin. Et que la neurostimulation, on va le revoir dans quelques instants, a aussi un rôle à porter sur la stimulation du parasympathique qui pourrait peut-être réduire aussi la part douloureuse de ce système nerveux autonome. À savoir qu'il y a un autre élément fondamental, c'est l'immobilité et la dysfonction tissulaire. Quand un nerf est innervé, est irrité par l'endométriose et qu'il provoque des douleurs, le tissu concerné va s'arrêter de bouger. Muscles, tendons, ligaments. Et on le sait, tout tissu élastique qui s'arrête de bouger se rétracte et devient douloureux. Et c'est une deuxième source de douleur que cette immobilité tissulaire. Elle va sans doute expliquer un des aspects plurifactoriels de la maladie en endométriose, c'est tous les autres symptômes qui accompagnent ces douleurs névralgiques que peut être la dysurie. Cette augmentation de la fréquence des urines est souvent liée en fait à une vessie qui ne bouge plus bien, avec des urines plus stagnantes sur le sphincter, qui va imposer
une multiplication de mixions, jusqu'à parfois imiter, allais-je dire, des infections urinaires qui ne sont pas réelles, mais qui sont liées à cette dysfonction d'organes. De la même manière, le tube digestif qui va moins bien bouger va entraîner des colopathies fonctionnelles, une alternance diarrhée, constipation, des gonflements, un abdomen météorisé et aussi des douleurs rachidiennes. Les dyspareunies, les douleurs au rapport, elles sont liées bien sûr à une irritation névralgique, mais aussi au fait que l'utérus ne bouge plus avec ces douleurs en fond utérine. Et puis, au cours du temps, il y a cet effet domino qui, d'un point de départ névralgique, va petit à petit engendrer une immobilité tissulaire de proche en proche. Le vagin ne bougeant plus, il y aura des douleurs à la pénétration, etc., etc. Et notamment le ligament hétérosacré, dont Pierre Collinet parlait à un moment, est une des lésions endométriales les plus fréquentes. Et ce ligament étant lié à l'utérus d'un côté et au sacrum de l'autre, va engendrer cette perte de mobilité des deux côtés de notre organisme pour arriver à des douleurs dites dysfonctionnelles, articulaires et tissulaires. Et puis enfin, on le sait tous en douleur, bien sûr, cette information, elle remonte au cerveau et il peut y avoir aussi une hyperalgésie, une hypersensibilisation du cerveau qu'il va autant entretenir la douleur, mais aussi l'augmenter électriquement avec une amplification de l'information douloureuse. Voilà donc ce triptyque de la douleur qui va amener aussi donc à ce raisonnement des approches thérapeutiques. Alors, en résumé, assez rapidement, oui, les anti-inflammatoires et les opioïdes ne vont pas être la médication principale puisque la problématique est essentiellement névralgique plus qu'inflammatoire, excepté pendant les règles où, à ce moment-là, en effet, les anti-inflammatoires peuvent avoir leur intérêt, les opioïdes aussi. Mais, globalement, ce sont les traitements de fond qui vont être intéressants pour peu que les douleurs soient quotidiennes. Et ces traitements de fond, vous les connaissez, ce sont les antiépileptiques et les antidépresseurs à visée antalgique. En termes de traitement de crise, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier l'acupan et le paracétamol, puisque bien souvent, le tramadol n'est pas toujours bien supporté, même s'il a son intérêt intellectuel. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce tableau que je vous laisse à vos réflexions et peut-être à vos questions que vous aurez peut-être tout à l'heure. En ce qui concerne les pertes de mobilité, eh bien c'est là que rentrent en ligne de compte et en jeu toutes ces approches non médicamenteuses corporelles que sont d'une part l'ostéopathie, notamment sous la forme de fasciathérapie, la mésothérapie à base de petites aiguilles et de petites piqûres qui se retrouvent dans une technicité entre l'acupuncture et l'ostéopathie. L'un des intérêts de la mésothérapie, c'est essentiellement de faire quand même bouger ces tissus par effet réflexe de façon à ce qu'ils se déverrouillent. La rééducation périnéale va avoir son importance, surtout dans une action de remuscler les tissus en interne, vaginaux et utérins. L'acupuncture, pour moi, a un intérêt plus généraliste avec un renforcement des immunités, puisqu'on sait que cette pathologie à bas bruit inflammatoire, irritant ces terminaisons nerveuses, cet aspect inflammatoire, comme beaucoup de maladies inflammatoires chroniques, a un impact sur nos immunités et que l'acupuncture aurait, elle, un impact de renforcer cet aspect immunitaire en réduisant les inflammations. Et enfin, l'activité physique, le Qigong, en effet, le Tai Chi, qui sont des gymnastiques, le Pilate et bien d'autres qui vont permettre ce maintien de mobilité du bassin. Enfin, juste avant, enfin, bien sûr, toutes ces approches corticales. On sait aujourd'hui, grâce à des techniques modernes, notamment de visualisation par IRM fonctionnelle du cerveau, où agissent la méditation en renforçant l'activité du lobe frontal, l'hypnose en renforçant l'activité du lobe occipital et tout ce qui est approche psychothérapique ou sophrologique qui va réduire l'hyperexcitabilité du lobe limbique qui, lui, a un impact excitateur sur la zone de réception aux informations douloureuses. Toutes ces approches-là complémentaires vont être essentielles à la prise en charge globale de la douleur. Et cette petite diapo pour vous dire que, en effet, retirer des bouts de cerveau n'ont jamais été une technique antidouleur. No brain, no pain. Et juste pour vous rajouter, mais ça, on en est bien tous conscients, que même les cons ont des douleurs. Alors, voilà le triptyque douleur résumé fait. Et au milieu de tout ça, nous avons une des techniques intéressantes aujourd'hui
qui est la neurostimulation. Ce TENS qui va avoir un impact tant sur l'aspect physiologique, sur l'aspect des névralgies et sur l'aspect aussi du système nerveux autonome que je n'ai pas noté sur cette diapositive. Et ce TENS qui va avoir aussi un impact sur la mobilité des tissus musculaires, tendineux et ligamentaires. Pour finir ce topo assez généraliste sur l'endométriose et l'impact des douleurs, je voulais quand même, en tant que femme peut-être, mais je voulais quand même mettre une toute petite place à la différence homme-femme. Car il existe en effet une différence physiologique qui amène à réfléchir d'ailleurs sur la prise en charge de la douleur. Je vous rappelle, il y avait une étude très intéressante qui avait été faite, une étude expérimentale sur les rats, essayant de faire se rendre compte notamment du comportement animal face à une douleur. Et on pouvait se rendre compte que le rat mâle était planqué dans un coin de la cage quand on lui imprimait une douleur, à la différence de la femelle qui, elle, tournait en rond et s'hyperactivait. Les conséquences de ce comportement avaient des conséquences aussi, en fait, totalement physiologiques. C'est que le fait de continuer à s'activer, comme ce que le faisait la femelle, auto-entretenait tout un système physiologique et cortical de mémorisation de la douleur, pouvant aller d'ailleurs jusqu'à des apoptoses cellulaires, dont la traduction était que ça pouvait être le lit aussi de la dépression chez la femelle. La fin de l'article énonçait qu'un de ces comportements animaux expliquait peut-être aussi le rôle sociétal de la femelle au regard du mâle, puisque dans la société des rats, ce qui se rapproche un peu de la société humaine parfois, c'est que la femelle s'occupait des petits et donc elle avait besoin toujours d'être en activité pour faire perdurer l'espèce, et même si elle devait avoir des douleurs qui étaient plus importantes. Toutes les études de la douleur sont d'accord pour expliquer que la prévalence de la douleur est plus importante chez la femme que chez l'homme. On peut même avoir pour exemple, bien sûr, l'étude de Didier Bouassira où on se rend compte, c'est une étude de référence, l'étude de StopNet, où on se rend compte qu'en effet, en moyenne, la prévalence de la douleur chez l'homme est autour de 28% et chez la femme de 35%. Que les études sont aussi d'accord pour dire que dans la douleur expérimentale, il y a un seuil plus bas et une réactivité à l'information douloureuse qui est plus rapide, que le seuil de tolérance est lui aussi beaucoup plus bas avec des intensités souvent à stimulation égale ressenties comme plus douloureuses et que l'information est plus persistante chez la femme. Que globalement, en fait, il n'y a aucun doute pour estimer qu'il y a la base, physiologiquement, une femme a un seuil de ressenti, une tolérance moins importante à la douleur. Les explications, elles viennent sans doute de cette différence entre les hommes et les femmes liée à notre système hormonal. Et là, on rejoint aussi toute la problématique de l'endométriose. Le système hormonal féminin, œstrogène, progestérone, va activer le système inhibiteur pour essayer de mieux protéger notre organisme contre une information douloureuse, alors que la testostérone, elle, va réduire le système excitateur de l'information douloureuse. Il y a aussi un impact sur le système nerveux autonome où œstrogène et progestérone va plutôt activer le système parasympathique, alors que la testostérone va plutôt activer le système sympathique. Ces hormones, elles n'ont pas qu'un impact en périphérie, elles ont aussi un impact sur des systèmes de contrôle de la douleur au niveau cortical. Ce qu'il a pu être remarqué, c'est que les systèmes testostérone avaient une réponse corticale qui était plus d'ordre cognitive, à savoir des stratégies d'adaptation immédiates plus performants que les systèmes œstrogène et progestérone qui avaient pour réponse une réponse plutôt émotionnelle et qui pouvaient donc entretenir le système de la douleur de façon plus importante chez la femme que chez l'homme. Ces stratégies, donc moins adaptives chez la femme d'un point de vue cognitif. Et puis, bien sûr, notre culture. Notre culture, implication culturelle, a impliqué chez la femme une fragilité plus importante, une plainte plus importante qui amènerait à cette idée d'hystérie, alors que l'homme, tu seras fort, mon fils, et donc avec une idée de combativité et d'adaptation, peut-être qui influe aussi tous nos processus corticaux dans notre défense face à la douleur.
Et au milieu de tout ça, eh bien sûr, l'hormonothérapie, qui est la première stratégie thérapeutique initiée par les gynécologues. Cette hormonothérapie qui va avoir pour intérêt exclusif et premier de couper les règles, donc de limiter cette phase inflammatoire en pic alimentant la problématique névralgique. Et il y a tout un système autour de l'hormonothérapie, d'un manque de naturel, et il est souvent très difficile de faire comprendre aux femmes que l'intérêt d'une pilule, c'est de couper les règles. Parce que nous sommes là encore dans un système où la femme doit avoir des règles. Alors, je n'irai pas jusqu'à vous expliquer l'histoire des règles depuis la nuit des temps, mais elle est assez intéressante. Aujourd'hui, l'hormonothérapie doit être accompagnée de cette limitation des règles et avoir son approche et son apport vis-à-vis des douleurs en endométriose. Mais elle ne suffit pas bien souvent à pouvoir traiter l'ensemble des douleurs et du système de ces douleurs. Alors, pour finir, deux réflexions sur l'endométriose. La première réflexion, c'est mythe ou réalité. C'est quelque chose que j'entends très régulièrement. Mythe sous-entendu, sujet, mode. Donc, finalement, pas très important, pas très réaliste. Je crois que le domaine de l'endométriose et cette pathologie a vraiment émergé parce que nous sommes dans un parallèle sociétal qui a lui-même très certainement été modifié. Si l'endométriose a émergé ces derniers moments, c'est parce que très certainement aussi, l'image de la femme s'est modifiée depuis une dizaine d'années. La reconnaissance de la femme en tant qu'individu, et on le voit au travers de tous ces blogs, tous ces MeToo que l'on a pu avoir ces dernières années, la parole de la femme qui émerge, eh bien, ce n'est pas par hasard si l'endométriose a émergé aussi, mais aussi parce que le monde de la douleur que nous représentons a lui aussi commencé à émerger en tant que reconnaissance comme spécialité entière dans ce monde de la médecine plus organiste et ce monde de la douleur qui arrive de plus en plus à émerger. Ces deux notions de la reconnaissance de la femme et de la reconnaissance du monde de la douleur restent très fragiles et nous devons continuer à y être très vigilants. Et puis pour finir, la représentation des règles moins tabous. Représentation des règles moins tabous, vous savez que pendant des années, les règles, d'abord, on n'a pas bien su ce qu'elles représentaient. C'est au XXe siècle seulement qu'on a commencé à avoir une autre idée des règles et pas des règles impures, comme ça a été le cas pendant des décennies et des centuries. Mais quand même, sachez quand même que le coût des protections hygiéniques n'est pas un coût anodin et que, accessoirement, si c'est moins tabou, quand même, les protections hygiéniques ont été taxées comme produits de luxe jusqu'en 2016, produits de luxe taxés à 20%, et qu'il n'y avait pas d'obligation jusqu'en 2018 de marquer sur ces protections hygiéniques, sur leur fabrication, la composition, et pourtant beaucoup de compositions étaient, et on a eu à un moment d'ailleurs ces informations-là, comme perturbateurs endocriniens. Et donc, très important. Et dernière chose, hommes et femmes, c'est vrai que nous sommes différents. C'est vrai que nous sommes différents et que l'endométriose, au sens de notre société, a sans doute fait émerger aussi une notion de sexisme. Et si hommes et femmes, nous sommes différents, je crois que le sexisme, nous ne pouvons pas le baser sur cette différence parce que c'est un fait. Nous sommes différents. Le sexisme, c'est la valeur que l'on porte à cette différence. Et en tant que monde de la douleur, nous le savons, un patient est un patient et nous ne devons pas y porter une valeur ou un ordre de valeur entre hommes et femmes. Alors l'endométriose, les douleurs dans l'endométriose hystérique, j'espère que j'ai pu vous démontrer que ça n'était pas le cas. Et je vais pouvoir maintenant vous parler de la neurostimulation transcutanée. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Publicité pour le grand public et pour les médecins. Alors, la neurostimulation dans la prise en charge de la douleur en endométriose. Vous savez tous que la neurostimulation, c'est un dispositif cutané, ça peut être aussi un dispositif d'ailleurs implantable, que le gros intérêt, le gros avantage de cette neurostimulation transcutanée, c'est que c'est non invasif et c'est non médicamenteux, ce qui est toujours une approche que les patientes aiment privilégier.
Je vous ai laissé deux études, notamment une de 2015, qui était une étude faite en endométriose, et on peut voir donc l'intérêt de la neurostimulation transcutanée, puisque en moyenne, sur une échelle de VA, les douleurs de 6 en moyenne initialement diminuaient à 2,5. Que la Cochrane Database 2002 montrait aussi un intérêt de la neurostimulation par rapport à l'effet placebo, notamment sur la neurostimulation haute fréquence. En ce qui concerne les neurostimulations basse fréquence, l'ensemble des études montrent moins d'impact sur les douleurs. Vous connaissez le mode d'action très certainement, mais que je vais quand même rappeler. Il y a en fait deux grands modes d'action de l'intérêt de la neurostimulation transcutanée. Il y a un premier mode d'action qui est antidouleur et un deuxième mode d'action qui est une action musculaire. Le mode d'action antidouleur se divise aussi en deux grands principes. Le principe get control, contre-stimulation, et ça c'est sur un aspect technique de haute fréquence, autour de 100 à 200 millihertz, avec une intensité basse, c'est-à-dire non douloureuse, et ça sera un maître mot, c'est que de mon point de vue, l'utilisation de le TENS ne doit pas être dans une mesure de douleur. Et donc, en ce qui concerne le get control, en général, bon, voilà, les largeurs d'onde sont de 50 à 200 microsecondes. L'intérêt est donc cette haute fréquence à basse intensité. Et puis, on a un deuxième mode, qui est le mode endomorphinique, via la stimulation des CIDN, où là, nous utilisons plutôt une basse fréquence, 2 à 4 millihertz, avec une haute intensité provoquant à la limite de la douleur supportable, permettant cette sécrétion d'endomorphine qui va avoir une durée d'action à peu près de 4 à 6 heures. Nous avons aussi, avec le TENS, une action du système nerveux autonome qui va donc stimuler le système parasympathique, essayant de contrarier le système sympathique, alimentant les systèmes de la douleur. Et puis, le deuxième grand mode, c'est en effet cette action musculaire qui va permettre des petites contractions musculaires de relancer cette dynamique tissulaire dont je vous parlais tout à l'heure, notamment au niveau vésical, du tube digestif ou encore des muscles lombaires et paravertébraux. Alors, quels sont les lieux, de pose des électrodes? Quel programme est-ce que je pourrais vous conseiller? Les durées de stimulation et l'aspect financier, c'est ce que nous allons regarder. Juste avant, un petit rappel anatomique, justement, qui explique aujourd'hui un peu le positionnement des électrodes. On se rend compte que tout le rachis lombosacré est essentiel dans l'innervation de la partie périnéale. Vous voyez sur votre droite les différentes branches en fait du rachis lombosacré qui viennent innerver les différentes parties périnéales anatomiques gynécologiques. Alors, on va essayer de faire partir la diapositive, qui est plutôt un film normalement. Ah, voilà, c'est parti. Alors, nous voyons ici, vous voyez l'intérêt notamment de l'ActiTens. 4 électrodes, ça vous le connaissez en général dans les TENS, j'allais dire plus classiques. Le gros intérêt avec l'ActiTens, c'est qu'il est connecté. Alors, on voit ici, notamment dans les douleurs gynéco, la pose de ces électrodes que moi je recommande en général au niveau donc pelvien. Voilà. En règle générale, je propose aux patientes de les positionner là où elles ont mal. Donc, au niveau périnéal, pelvien, et au niveau aussi du rachis lombosacré, au niveau des sacroiliaques, où on a des points d'impact souvent douloureux. Donc, 2 électrodes devant, 2 électrodes derrière, que l'on va relier à ce boîtier qui va être un boîtier connecté, que l'on peut poser sur une ceinture. Voilà, on voit la ceinture que l'on met autour donc, du bassin. Et sur cette ceinture, on va pouvoir donc positionner le boîtier connecté qui se scratch tout simplement et qui, vous pouvez voir, est assez peu épais et qui se cache parfaitement sous un pull. Et puis, on branche les électrodes. Alors, vous avez plusieurs longueurs de câbles, des 10 cm, des 40 cm, des 1 mètre. Et voilà, on clip. Et une fois que l'ensemble est clippé, nous allons pouvoir le faire fonctionner avec un smartphone qui va gérer en fait l'intensité et le programme, ainsi que la durée du programme de l'appareil.
Alors, on fait repartir le petit film. Est-ce que c'est celui-ci? L'impression. Alors, c'était peut-être pour vous montrer des positionnements autres de la neurostimulation. Je pense que je vais le passer pour pouvoir vous montrer en fait. Alors, cet positionnement au niveau de la cheville est très intéressant. Je vous ai montré tout à l'heure anatomiquement. Le tibial postérieur, en fait, est un nerf qui émane du rachis et des branches de L3 à S4. Donc, des branches qui elles-mêmes innervent le petit bassin et tout le périnée. Le grand intérêt, donc, c'est de pouvoir positionner des électrodes autour de cette cheville qui va stimuler ce tibial postérieur, ayant une répercussion des branches correspondantes L3 à S4 et donc une répercussion sur l'aspect neurologique, périnéal, gynécologique. Donc, de la même manière, on vous montre ici la manière de pouvoir positionner. Alors, évidemment, porter un slim n'est pas très pratique en l'occurrence, mais avec un pantalon un peu plus large, on peut arriver à cacher parfaitement le petit boîtier. Alors, après, une fois que le boîtier est branché, la façon de pouvoir gérer ce boîtier se fait en effet par smartphone. On peut mettre ça donc sous forme de Bluetooth et voilà comment ça se présente. On appuie sur le programme correspondant. On peut sélectionner les canaux et au travers de la sélection des canaux, on va pouvoir sélectionner aussi les programmes. J'espère que vous voyez bien. Voilà l'activité. On peut programmer donc le temps de stimulation. Je vais en reparler dans quelques instants. Le patient inscrit le niveau de sa douleur avant stimulation et pourra donc derrière réévaluer un petit peu de façon la plus objective possible l'intérêt sur l'intensité de sa douleur. Le programme, bien sûr, peut s'arrêter en cours de route s'il semble être douloureux. En règle générale et en moyenne, la durée des programmes est autour de 30 minutes à 60 minutes. Ils peuvent être réactivés, on va le voir dans quelques instants, en fonction, je dirais, du type du programme lui-même. Et le patient, à la fin de sa stimulation, donc, évalue à son tour l'effet même qu'il a sur la douleur. Alors, vous voyez donc l'ensemble des programmes. En ce qui concerne l'axe antalgique, on a les programmes en général de 1 à 8. Ce qui concerne le programme du Get Control, moi, celui que je conseille aux patientes, c'est le programme 1. En ce qui concerne le circuit endomorphinique, le programme que je peux conseiller aux patientes est le programme 3. En ce qui concerne les axes musculaires, de petites contractions des tissus musculaires pour faire repartir cette mobilité, ce sont souvent les programmes 9 à 12 qui ont pour différence la rapidité en fait de la contraction musculaire que l'on peut retrouver. Et puis, l'axe du système nerveux autonome peut lui aussi se retrouver sur le programme 13 ou 14 pour pouvoir activer ce système parasympathique, notamment au niveau du nerf vague. La durée de stimulation, bien, en règle générale, en ce qui concerne le Get Control, moi, je propose en fait de stimuler autant que nécessaire. Souvent, les patients me disent que quand le programme s'arrête automatiquement, les douleurs peuvent reprendre. Moi, je les incite à faire repartir le programme s'il est efficace et s'il leur est utile. Que d'un point de vue programme endomorphinique, par contre, le programme de 30 minutes est suffisant pour faire sécréter des endomorphines qui vont avoir après une durée d'action de 4 à 6 heures. Donc, il n'est pas forcément utile de pouvoir activer plus ce programme. Je refais une petite parenthèse sur la pose des électrodes, notamment par rapport à ces différents programmes. En ce qui concerne le Get Control, on les pose vraiment ce qu'on appelle en locodolenti, c'est-à-dire là où on a mal. La plupart du temps, 2 électrodes au niveau du bassin où sont donc souvent en fait finalement ce sont les fosses iliaques où se trouvent les douleurs et souvent 2 électrodes partant du rachis et des sacroiliaques parce que c'est de là qu'émanent aussi les nerfs du système innervation du système périnéal. En ce qui concerne les systèmes endomorphiniques, si c'est trop douloureux au niveau des zones douloureuses, on écarte légèrement
les électrodes de façon à ce que la douleur soit tolérable de la même manière au niveau du rachis. En ce qui concerne l'axe musculaire, quand la patiente a des difficultés de miction trop fréquente, qu'elle a une sensation de pesanteur, comme je vous l'expliquais, il y a cette problématique de mouvement naturel de cette vessie, eh bien, je leur recommande de mettre en effet ces électrodes au niveau de la vessie, d'un côté. Elles peuvent les mettre au niveau de cette cheville puisque ça va activer le système nerveux autonome et l'axe neurologique correspondant aussi à l'innervation périnéale et faire partir les programmes 9 à 12 de façon à faire des petites contractions au niveau de cette vessie pour essayer de la remobiliser naturellement. En ce qui concerne le tube digestif, et s'il est paresseux avec ses troubles fonctionnels intestinaux, je leur recommande de mettre les électrodes au niveau tout simplement du trajet digestif le long donc du tube digestif, voir si les problématiques est au niveau de l'estomac, parce que vous savez aussi qu'on a beaucoup de symptômes de type régurgitation, de type éructation, qui sont souvent liés à une immobilité du diaphragme d'une part et de l'estomac qui est tout proche, hein, qui donc ne vidange plus, et l'ensemble remonte, nausées, vomissements, régurgitation, et donc de pouvoir mettre aussi des électrodes au niveau du diaphragme et de l'estomac et de faire marcher cet axe musculaire. Enfin, la position des électrodes pour le système nerveux autonome, ça va être aussi la cheville, mais aussi le diaphragme, parce que le nerf vague passe dans ce coin-là et peut être stimulé, donc le nerf vague étant la base du système parasympathique et donc pouvant annihiler le système entretenant du système sympathique. Alors parlons maintenant finances, remboursement. Pour l'instant, le système TENS, que ce soit l'ActiTENS, qui vous l'aurez compris a pour grande qualité d'être le premier dispositif connecté, remboursé aujourd'hui, que les règles du jeu de l'ActiTENS, comme de tous les TENS remboursés par la sécurité sociale, c'est sous la forme de location et d'une prescription par un médecin de la douleur intégré à un centre de la douleur. C'est une restriction aujourd'hui de prescription qui n'a pas forcément sens, mais qui sont celles-ci actuellement. Que le remboursement, il se fait donc s'il y a une location de 6 mois pour commencer, l'achat étant possible après, que ce remboursement par la Sécu est de 50% et 50% sera remboursé en fonction des mutuelles. Mais moi, en pratique, la plupart des mutuelles en fait remboursent les 50% restants. La location, c'est 25 € par mois en moyenne. Donc, avec un remboursement de 12,50 € par la Sécu, 12,50 € souvent par les mutuelles. Et au bout de 6 mois de location, l'achat est possible, toujours dans ces conditions de 50-50. Les mutuelles donc, sont souvent à consulter. Voilà, je vous ai fait à peu près un ensemble sur la neurostimulation. Sans doute que vous allez avoir des questions. J'ai peut-être été un peu rapide et j'en suis absolument désolée. Mais en ces temps de Covid, n'oublions pas d'être bien couverts les uns les autres et vivre tous ensemble. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur Huillery. On va désormais passer sur la partie questions. Alors, tout d'abord, je vais signaler, parce que c'est une question qui est revenue à l'ensemble des participants, qu'effectivement, la vidéoconférence sera bien disponible sur le replay de la SFETD, parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Alors, la première question qu'on a, c'est est-ce que la TENS peut être envisagée en première intention? Alors, la TENS peut être envisagée en première intention, notamment dans les douleurs de dysménorrhée. Je n'ai pas fait tellement de distinguo entre les différentes douleurs chroniques en endométriose, dysménorrhée, dyspareunie, douleurs chroniques. De mon point de vue, la neurostimulation a deux intérêts essentiels, la dysménorrhée, les douleurs chroniques. Dans la dysménorrhée, notamment quand il y a des intolérances aux anti-inflammatoires, oui, la neurostimulation pourrait être envisagée en première intention, complètement. Elles auraient un certain intérêt. N'oublions pas aussi que le positionnement des électrodes se fait, je vous l'ai dit, là où on a mal, mais que là encore, j'insiste sur le système nerveux autonome qui innerve principalement le petit bassin et qui, quand le système sympathique est activé, va augmenter la part inflammatoire. Donc, la neurostimulation activant le système parasympathique est très intéressant, et en particulier aussi sur la stimulation au niveau de la cheville. Très bien, merci. Je pense qu'on peut passer à la question suivante qui était: avez-vous de l'expérience entre l'association de la TENS et de l'hypnose pour les douleurs en endométriose? Alors, l'association est tout à fait valide. Elles n'ont pas du tout le même rôle.
l'hypnose va avoir un rôle au niveau du système cortical, d'essayer de réduire l'hyperactivité que notre cerveau a sur l'information douloureuse quand cette information lui arrive. La neurostimulation a un rôle sur les deux autres éléments de la douleur, à savoir l'aspect physiologique et l'aspect mobilisateur du bassin. Donc, elle est complètement complémentaire, absolument. Très bien. Alors, je vais passer à la question suivante, qui est revenue 2 fois cette question par rapport au choix, du mollet au niveau de la stimulation. Est-ce qu'il y a une supériorité de la stimulation au pied, côté gauche par rapport au côté droit? J'ai pas d'avis sur la question. C'est vrai que, alors, mon expérience, c'est que la cheville gauche, j'en ai parlé tout à l'heure, en acupuncture, c'est un point en fait d'acupuncture dans la prise en charge des douleurs pelviennes. Les acupuncteurs souvent piquent ce point, ce méridien qui se trouve exactement au niveau de cette cheville. Par expérience, la douleur est plus impliquante au niveau de la cheville gauche qu'au niveau de la cheville droite. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque. À la palpation, notamment 3 travers de doigts au-dessus de la malléole interne, vous avez un point électif, qui est d'ailleurs ce point méridien utilisé par les acupuncteurs et que l'on peut utiliser avec la TENS. Et c'est plutôt la cheville gauche qui est plus impliquée que la cheville droite. Donc, j'aurais tendance à dire, sans qu'il y ait de démonstration absolue à ma connaissance, que c'est plutôt la cheville gauche que je vais en effet innerver. Très bien. Alors, question suivante. Est-ce que vous avez des données scientifiques publiées concernant la durée des différentes techniques de stimulation? Alors, il y a peu d'études généralisées sur la neurostimulation. On en manque énormément. Les quelques études qui sont sorties n'ont pas montré de choses extrêmement étiquetées, mais que globalement quand même, en ce qui concerne la basse fréquence, on reste sur du 30 minutes. En ce qui concerne tout ce qui est stimulation autonome, système sympathique, parasympathique, enfin, parasympathique en l'occurrence, c'est autour de 20 à 30 minutes. Et en ce qui concerne les stimulations de gait control, ça peut être bien au-delà de 1 heure, en sachant que certaines études ont rapporté un post-effet, c'est-à-dire que la stimulation s'arrête et on a encore un effet qui dure plusieurs heures. Mais en pratique, ce n'est pas toujours le cas que ressortent les patientes. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'études hyper étiquetées sur un nombre d'heures absolu, et que c'était celui que je viens de vous donner. Très bien. Alors, une autre question. L'ostéopathie a-t-elle une efficacité prouvée face à un CHAM en ce qui concerne la fasciathérapie? Alors, il y a peu d'études. D'abord, les ostéopathes ne font pas d'études. Comme beaucoup de thérapeutiques dites alternatives, ceux qui font des études sont ceux qui ne la pratiquent pas directement, à savoir les médecins de la douleur d'un côté ou des spécialistes qui sont intéressés par la pratique de l'ostéopathie par rapport à leur spécialité. Donc, on est assez limité en fait sur des chiffres et sur des études très performantes. Donc, à ma connaissance, là encore, il n'y a pas d'études spécifiques sur l'ostéopathie et encore moins sur ostéopathie versus fasciathérapie. La fasciathérapie est de plus en plus aujourd'hui une technique, d'abord ça fait partie de l'ostéopathie, mais chez les jeunes ostéopathes, c'est aujourd'hui essentiellement ce qu'on leur apprend. C'est de la fasciathérapie. L'ostéopathie a, avec les trusts, une tendance donc à faire craquer les tissus et sans doute à imprimer des micro-lésions à bas bruit qui fait qu'on doit renouveler les séquences de plus en plus de façon rapprochée. Sans doute parce que ça a là une sorte de post-effet plutôt négatif. La fasciathérapie est là pour imposer un effet réflexe à un tissu. On touche le tissu, il bouge. On touche le tissu, il bouge. Et la circulation sanguine se refait et cet automatisme permet cette remobilité autonome de ces tissus. Donc, très clairement, la fasciathérapie dans le monde des ostéopathes est aujourd'hui de plus en plus privilégiée comme une pratique plus essentielle que l'ostéopathie avec les trusts. J'espère avoir répondu à la question. J'espère aussi, je n'ai pas les réactions des participants. Non, c'est ce qui est difficile d'ailleurs en virtuel. Voilà. Pas pouvoir rebondir. C'est la contrainte de cette méthode. Alors, pour une autre question, pour les dysménorrhées, faut-il faire le TENS seulement pendant les règles? Faut-il faire, pardon? La TENS, la thérapie TENS, excusez-moi, seulement pendant les règles. En fait, le TENS, il est là pour calmer les douleurs. Beaucoup de femmes commencent à avoir des douleurs avant que les règles n'arrivent.
De façon pratique, avec les patientes que je vois, en effet, pour des douleurs de règles essentiellement, soit parce qu'elles arrêtent justement la pilule pour des désirs de grossesse, hein, c'est assez typique. Je leur recommande, c'est vrai, en premier lieu, les anti-inflammatoires incontestablement, 2 jours pendant le cycle et en particulier pendant les règles, mais elles peuvent commencer ces anti-inflammatoires 24 heures avant quand elles commencent à sentir les douleurs qui vont arriver de règles. En parallèle, le TENS peut être mis en place dès que les douleurs apparaissent en fait et toujours positionné là où elles ont mal. C'est ce que je leur propose en règle générale, donc au niveau des fosses iliaques et au niveau des sacro-iliaques derrière. Mais si elles sont allergiques ou si les anti-inflammatoires ne sont pas suffisamment efficaces ou si elles ne les supportent pas bien, la neurostimulation peut être exclusive. Je fais juste une parenthèse, certains vont sans doute dire oui, mais la codéine, bon. Les opioïdes peuvent avoir leur place au moment de ces saignements puisqu'il y a cette part inflammatoire qui prédomine sur la part névralgique. Donc, à ce titre, bien évidemment, aussi certains opioïdes comme la lamaline, comme la codéine, comme le tramadol, intéressant pour aussi son rôle dans les douleurs névralgiques, peut aussi avoir sa part, mais on est toujours dans la balance intérêt-inconvénient. Et à partir du moment où les effets indésirables sont trop nombreux, il est clair que la neurostimulation peut avoir un rôle prédominant dans cette prise en charge douloureuse. Merci, docteur Villery. Une autre question, la patiente doit-elle utiliser différents programmes ou en choisir en fonction d'éventuels tests? Quel est le nombre de séances minimales et maximales par jour? Alors, la patiente, en effet, moi je leur dis souvent, bah, écoutez, jouez avec, vous avez 15 programmes sous la main, regardez s'il y en a qui vous sied mieux, tout en leur apprenant les qualités de chacun de ces programmes, pour qu'elles sachent un peu se diriger, si c'est vers quelque chose d'antidouleur, si c'est vers quelque chose de mobilité des tissus musculaires. La reproduction de la fréquence des stimulations, en ce qui concerne le gait control, une fois encore, c'est autant que nécessaire. En ce qui concerne le programme endomorphinique, compte tenu du fait qu'on estime que les endomorphines ont une durée de vie et donc d'action de 4 à 6 heures, ça peut être reproductible 4 fois dans la journée en moyenne. Après, c'est selon chacune des patientes, car nous sommes très différentes les unes des autres. En ce qui concerne les stimulations musculaires sur les programmes 9 à 12, j'ai une tendance à leur proposer 30 minutes, 3 fois par jour si elles ont le temps, mais 30 minutes alors qu'elles peuvent faire autre chose en attendant. Lire un bouquin, regarder la télé, et pendant ce temps-là, le programme fonctionne au niveau de la redynamisation des tissus musculaires et tendineux. En ce qui concerne enfin le système parasympathique, eh bien, je leur recommande souvent 20 à 30 minutes 2-3 fois par jour si c'est possible encore et si ça rentre dans leur programme. Je fais juste une parenthèse hein, sur justement une des qualités de la Clitens, c'est comme il est peu visible, peu impliquant et qu'on le gère avec son smartphone, moi je vois beaucoup de patientes hein, qui me disent bah, c'est hyper pratique parce qu'au boulot, il est avec moi, elle le branche le matin, quand je dis elle le branche, elle positionne les électrodes et le boîtier, et dans la journée si elles ont besoin, notamment sur la forme Get Control, elles le font partir si elles ont quelques douleurs à ce moment-là. Merci, docteur Huillery. Une autre question, avez-vous de l'expérience sur l'association, excusez-moi, TENS et sophrologie? Ben, je dirais que c'est la même chose que TENS et hypnose. Pour reprendre et clarifier, on a 3 éléments à la douleur, hein, donc physiologie, névralgique et un peu inflammatoire, les tissus qui ne bougent pas et la tête qui peut mouliner. La sophrologie, de la même manière que l'hypnose, que la méditation, que la psychothérapie, va agir sur cette troisième sur ce troisième élément à la douleur, et que l'association d'une prise en charge, elle se fait sur la part physiologique, sur la part mobilité des tissus, d'où le TENS, qui va avoir un impact, et sur la part prise en charge de l'aspect cortical, et l'hypnose, je vous l'ai dit, en fait partie en activant la zone occipitale, la sophrologie en fait partie, et donc complètement complémentaire avec le TENS qui n'a pas beaucoup d'action sur cette part corticale. Donc la sophrologie, oui, a une action extrêmement intéressante, elle va réduire l'hyperexcitabilité de la zone limbique, cette zone limbique, je vous rappelle, pour faire court, hein, parce que c'est pas très, mon propos n'est pas aussi fin que certains pourraient vous donner, mais la part limbique, c'est celle qui gère les émotions dites aversives. Et donc, quand on est anxieux, quand on a
des peurs, des appréhensions, cette zone va s'hyperactiver, va venir hyperactiver la zone de la douleur. En la réduisant grâce à la sophrologie, grâce à la psychothérapie, nous allons réduire cette hyperexcitabilité qui va permettre bien sûr une réduction d'un auto-entretien, d'une hyperexcitabilité de la zone de la douleur. Je rappelle que la sophrologie, là où elle est intéressante, comme dans beaucoup de pratiques de la pleine conscience, c'est d'avoir donc un thérapeute qui va vous enseigner à le faire. C'est l'auto-hypnose d'un côté, c'est la sophro, c'est de réitérer, c'est ce que je peux expliquer aux patients, c'est de réitérer 10 minutes par jour ces petits exercices, c'est de remuscler son cerveau autant que de faire réfléchir en effet son corps par une petite activité, là encore de 10 minutes par jour. Merci, docteur Huillery. Une autre question concernant la douleur à l'épaule, caractéristique que vous avez évoquée, hein, douleur à l'épaule droite durant les règles. Quel est le bon positionnement des électrodes? Donc là encore, en général là où on a mal, donc souvent on fait un positionnement qui est au niveau de l'épaule droite, souvent au niveau donc, du point d'impact de l'articulation. Parce que en fait, par expérience, donc on a une lésion sous-diaphragmatique qui va avoir un lien avec une douleur de l'épaule. Le problème n'est à la base pas de l'épaule. Il se trouve que, je vous rappelle, sur un plan purement anatomique, que l'information douloureuse qui part du diaphragme va arriver au niveau du deuxième relais de la moelle, réceptionné par un neurone qui réceptionne aussi les informations de l'épaule. Et c'est pour ça qu'il y a mélange des pinceaux, c'est que ce neurone au niveau de la moelle se mélange donc en effet un peu les pinceaux et va communiquer au cerveau qu'une information lui venant du diaphragme correspond à une information de l'épaule, information qu'il réceptionne aussi. C'est pour ça que ce sont des douleurs prochées que l'on a avec l'ensemble, soit dit en passant, des organes tels que le cœur, douleurs de l'infarctus, tels que nos organes périnéaux, gynécaux, qui vont avoir ces douleurs projetées. Et donc, l'épaule, en l'occurrence, n'est pas réellement le problème. Mais ça va le devenir. Parce que quand le cerveau a pour information que c'est l'épaule, celle-ci va de moins en moins bouger, va être, soit dit en passant, de plus en plus douloureuse, à titre articulaire cette fois-ci. Bref, les électrodes, on les positionne au niveau de cette articulation. Souvent, vous avez un point d'impact qui est en fait au niveau de l'omoplate. Et donc, je fais souvent mettre les électrodes devant et derrière, au niveau de l'omoplate, sur un point vraiment particulier, je dirais à la face interne de l'omoplate, ce qui est une répercussion en fait ligamentaire et tendineuse correspondant à l'épaule. Et parfois, vous avez le long du biceps une douleur musculaire. On peut mettre là encore 2 électrodes le long de ce trajet du biceps, sur le mode get control plutôt. Merci. Alors une autre question, est-ce que vous faites l'éducation de la TENS en consultation ou en hôpital de jour? Pardon. Alors moi, je suis essentiellement médecin libéral de consultation douleur, hein. Je ne fais que de la consultation douleur en libéral. Pour 80%, ma patientèle est en effet une patientèle en endométriose ou en douleur gynéco. Donc, l'enseignement que j'apporte aux patients est au cours de mes consultations la plus complète possible par rapport à la neurostimulation, mais sans doute moins complète que dans les centres antidouleurs, dans les hôpitaux de jour. Il m'arrive en effet, puisque je suis en lien avec l'hôpital Saint-Antoine, quel lapsus, avec l'hôpital Saint-Joseph, quel lapsus intéressant. Avec l'hôpital Saint-Joseph, je suis médecin de la douleur, du centre de l'endométriose, et je travaille avec Marguerite Dussel, que je salue au passage, et à toute mon équipe de Saint-Joseph, du centre de la douleur. Il m'arrive parfois d'adresser des patientes, en effet, à notre centre antidouleur de Saint-Joseph, parce qu'il y a une infirmière qui est dédiée aussi à l'éducation thérapeutique des patientes. Donc, c'est évident que c'est beaucoup plus simple quand on peut s'appuyer sur un hôpital de jour, sur des infirmières qui vont faire en effet cette éducation, car parfois, ce n'est pas évident de pouvoir utiliser la neurostimulation. Merci docteur Huillery. Je vois qu'il nous reste encore 5 minutes, il reste des questions, on va essayer de continuer à les passer. Est-ce que l'utilisation fréquente de la TENS n'augmenterait pas le seuil de la douleur? Alors, il y a des études qui ont montré que, en effet, il y avait ce qu'on appelle le post-effet, je vous en parlais tout à l'heure. Le post-effet, ça veut dire qu'après stimulation, on a encore un effet contre la douleur, ce qui amènerait à penser que le seuil de sensibilité, en effet, est rehaussé, donc on a moins de douleur.
C'est le seul élément, à ma connaissance. Je n'ai pas, à ma connaissance, d'études scientifiques qui ont fait spécifiquement cette approche-là. Pour autant, il y a eu des études faites chez le rat dans d'autres domaines que la neurostimulation, mais c'est tout ce que je peux vous expliquer à ce propos. Merci, docteur Huillery. Une autre question concernant l'enseignement dans l'endométriose. Est-ce qu'il est pratiqué dans les DU douleurs? Ça, c'est une bonne question. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'un nouveau DU sur l'endométriose spécifique a été ouvert l'année dernière, donc un DU national, sur lequel s'inscrivent des médecins en général gynéco, des chirurgiens, et ils ont intégré un chapitre sur la douleur dont j'ai l'honneur d'en faire l'enseignement. En ce qui concerne le monde de la douleur, de mon point de vue, c'est un des points névralgiques de notre société de la douleur, c'est que sont peu apprises les douleurs spécifiques en gynécologie. Elles sont souvent enseignées plus par des gynécologues que par certains médecins de la douleur qui peuvent avoir plus l'habitude de voir ces douleurs gynéco. Et un gynécologue n'a pas toujours, et Pierre Collinet l'expliquait tout à l'heure, nos approches face à la douleur et que les mécanismes de la douleur peuvent être intéressants d'être enseignés par des médecins de la douleur. Oui, c'est un appel pour que les douleurs spécifiques en gynécologie soient plus enseignées aussi dans les DU et dans les capacités de la douleur. Merci, docteur Je ne Huillery. vais pas me faire que des amis, là, je sens. Très bien. On ne peut pas être amis avec tout le monde. Mais non, je le sais, j'en ai fait mon deuil depuis très longtemps. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, une autre question. Auriez-vous des données sur l'utilisation de la SMT, la stimulation magnétique transcrânienne, pour l'endométriose? Aucune. Voilà, alors la réponse, elle est simple, il n'y en a aucune. On sort un peu du sujet de la TENS, il n'y en a aucune, et pourtant, bien sûr que ça pourrait être intéressant. Là, je ne suis pas du tout spécialiste avec la neurostimulation transcrânienne. On connaît les quelques études qui ont été faites à ma connaissance sur la fibromyalgie. On est bien d'accord que toutes les douleurs chroniques ont une base physiopathologique et d'entretien des douleurs, toutes finalement qui se rejoignent. Donc, évidemment que ça serait hyper intéressant. On sait aussi, du moins à ma connaissance, qu'en pratique, pour l'instant, c'est quelque chose qui est quand même assez impliquant que la neurostimulation transcrânienne. Mais là encore, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Il y a quelques consultants en ville qui proposent cette approche, mais j'en connais aucun détail et j'ai toujours du mal à imaginer qu'en cabinet, ça puisse être fait de façon rigoureuse. On attend évidemment des études sur la question. Merci, docteur Huillery. Il reste 2 minutes. Alors, on va essayer de faire peut-être une dernière question. Quelles sont les spécificités de la prise en charge des adolescentes atteintes d'endométriose? Alors, la spécificité déjà, elle est sur le diagnostic. Parce que le premier examen, qui est l'échographie endopelvienne, qui est celui qui est le plus fin et qui nous coûte sans doute le moins cher, ne peuvent évidemment pas avoir lieu chez des patientes vierges. Donc, chez la jeune femme, la jeune fille encore vierge, ça sera l'IRM. Donc, déjà, sur un plan diagnostique, ça peut être compliqué. Les spécificités, c'est que souvent, l'absentéisme scolaire qui est lié à la douleur en endométriose, on le sait aussi pertinemment, est entretenu par un environnement, mais comme toutes les douleurs chroniques en fait. Nous sommes dans une réalité de lésions physiologiques qui rencontrent une fragilité psychique et la douleur, c'est cette rencontre-là entre une fragilité authentique physiologique, l'endométriose, nerfs irrités, inflammation pendant les règles, et une fragilité d'ordre psychique et environnemental. C'est la rencontre des deux qui va faire que les douleurs vont se manifester de plus en plus et que c'est sûr que dans la communication aux adolescentes que je peux voir, la première chose à ne pas leur dire, c'est de leur dire « tu as un problème dans la vie, ma fille, et c'est pour ça que tu ne veux pas aller à l'école. » Parce que là, on a tout raté, surtout on n'a rien compris. Notre boulot, c'est en effet, de pouvoir asseoir cette réalité de choses qui est une douleur authentique, qui les empêche d'aller à l'école, et d'essayer de leur faire comprendre aussi tout cet environnement, le harcèlement, parce que la plupart du temps, il y a eu des harcèlements, même plus jeunes, et que les règles,
en tant que douloureux, s'inscrivent dans cet univers de fragilité et donc de pouvoir avancer avec elles. Donc, d'un point de vue thérapeutique, la pilule en continu est tout à fait prescrivable, sans problème, que, en tous les cas, sur les dernières études qui ont été faites, il n'y aurait pas forcément d'impact délétère sur l'organisme, pas plus que chez les femmes plus mûres, que sur le plan antalgique, de la même manière, si c'est bien supporté, on en est toujours dans les mêmes domaines. Antiépileptique, antidépresseur à visée antalgique pour la part chronique névralgique, anti-inflammatoire pour la part dysménorrhée, occupant paracétamol pour les traitements de crise des douleurs névralgiques, la prise en charge de la même manière, ostéo d'un côté, la neurostimulation, de l'autre côté, la sophrologie. J'adresse beaucoup de patientes en sophrologie, mais c'est aussi de leur faire remarquer ces enjeux-là et leur faire prendre conscience aussi de leur part de responsabilité dans leur prise en charge. Mon boulot, c'est de les accompagner, de leur donner des clés et de les inciter à les mettre dans des serrures pour aller mieux. Merci beaucoup, docteur Huilleril. Je vois l'heure qui tourne, donc effectivement, ça va être l'heure pour nous, j'ai envie de dire, de rendre l'antenne. J'avais toujours rêvé Merci de beaucoup de m'avoir invitée. participer. J'en profite parce que vous ne voyez pas l'ensemble des questions des participants. C'est mon rôle pour vous dire que beaucoup de gens vous ont remercié pour votre présentation dynamique. Voilà, donc je rappelle encore une fois à tout le monde Merci beaucoup à eux. qu'il sera disponible en replay jusqu'à la fin de l'année. Voilà, si vous voulez la regarder, la partager, n'hésitez pas. Merci encore à tous. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Au Très revoir. belle fin de journée. Au revoir.